qu'en est-il des forces aériennes durant la drôle de guerre? Eh bien, elles sont une arme récente dont l'indépendance a été acquise dans la douleur quelques années auparavant. La terre et la mer n'ont pas vécu d'un bon oeil cette naissance qui leur retirait la haute main sur l'aviation. Il faut savoir que ce découpage entre terre et mer n'est pas propre à la France. Et par exemple, le Japon de la Seconde Guerre mondiale a toujours une armée de l'air qui est divisée entre la marine et l'armée de terre. Ce qui peut créer des tensions qui n'ont pas facilité les choses, vous en doutez. Or, les forces aériennes françaises sont tout de même conscientes depuis quelques années qu'elles ont pris beaucoup de retard dans l'entre-deux-guerres. Il y a beaucoup de modèles de chasseurs, par exemple, qui sont obsolètes, et ils sont trop lents, ils ne sont pas assez armés, pas assez blindés. D'autres arrivent en ligne, comme le très bon Dewoitine D520, mais en nombre trop limité pendant la période qui nous intéresse. Il n'y a pas non plus de bombardiers en piqué, c'est-à-dire pas d'équivalent au Stuka allemand, le fameux Stuka. Et les forces aériennes françaises ont lancé un vaste mouvement de rénovation, de restructuration après 1936 pour essayer de rattraper ce retard. Mais 1936 est une date bien tardive et le programme n'est pas achevé quand la guerre éclate. Ceci empêche donc toute action offensive d'envergure et oblige l'armée de l'air à se cantonner à des missions de couverture ou de reconnaissance durant les mois qui nous intéressent. Même celles-ci sont assez limitées, puisque la supériorité des appareils de la Luftwaffe est vite remarquée. Cette dernière a fait le choix pertinent de la standardisation, ce que l'armée allemande n'a pas fait dans tous les domaines, notamment les blindés, mais ça ne nous concerne pas. C'est-à-dire que quelques modèles sont mis en ligne seulement pour faciliter la construction, l'entretien, la formation des pilotes et la réparation. Par exemple, le Messerschmitt Bf 109, un très bon appareil. Face à cela, la France dispose de 8 types d'avions de chasse, de 8 bombardiers différents et d'autant d'appareils de reconnaissance et d'observation à la date du 1er février 1940. C'est-à-dire que c'est un cauchemar logistique. Bien sûr, le ministère de l'Air ne reste pas inactif. Il découpe la zone d'opération en différents commandements pour faciliter les choses, et à l'arrière, il active les usines. C'est-à-dire qu'en 1937, nous avions 37 avions qui sortaient des chaînes de production tous les mois. Nous sommes passés à 627 au début de 1940. C'est un effort considérable. Ces constructions sont renforcées par des achats aux États-Unis, mais hélas, tous les avions achetés aux États-Unis ne sont pas arrivés à temps. À la mi-mars 40, 457 étaient sur le sol français et seulement la moitié étaient en service. Certains achats sont faits dans d'autres pays, et bien sûr, des unités britanniques en nombre non négligeable opèrent sur le sol français. Enfin, des pilotes polonais et tchécoslovaques qui ont réussi à fuir leur pays occupé par les Allemands rejoignent les forces aériennes françaises. Ils forment tout de même un sixième du total des pilotes français en 1940. C'est ce que j'avais vu dans une émission au musée de l'armée il y a quelques années sur les relations franco-tchécoslovaques. Émission qui n'hésitait pas à affirmer que ce même nombre, donc un sixième du total, avait détruit un sixième des avions allemands. C'est donc un apport qui n'est vraiment pas négligeable et qu'il convient d'honorer aujourd'hui parce que c'est pas très connu. Et il faut savoir que les aviateurs français firent ainsi plus de 10 000 missions de chasse et de reconnaissance durant un drôle de guerre. On est loin de l'inactivité de l'armée de l'air qu'on a longtemps décrite et qu'on continue à entendre aujourd'hui. Bon, évidemment, les bombardiers lançaient plutôt des tracts qui appelaient à la paix, plutôt que faire des missions de destruction. Et l'armée de l'air à l'époque a perdu, durant un drôle de guerre, donc 63 appareils, contre une centaine pour la Luftwaffe. C'est donc plus ou moins équilibré avec un léger avantage en faveur de la France. Néanmoins, cet effort, aussi louable qu'il puisse être, est bien trop tardif. Par exemple, de nombreux appareils presque finis, voire achevés, n'ont jamais atteint le front et sont restés sur la ligne de production aux trois quarts faits, ou carrément sont restés sans pilote une fois achevés. Ainsi, le 26 janvier 40, le général Villemin, qui commandait les forces aériennes, a déclaré qu'il serait bon de mettre sur pied dans les délais les plus brefs des formations aptes à faire la guerre. Après quelques mois de guerre, entendre ce genre de déclaration fait quand même frémir. De plus, il faut bien le dire, le vrai test était encore à venir, c'est-à-dire la fameuse invasion de mai-juin 40, et la Luftwaffe n'avait pas tellement montré encore le bout de son nez, puisqu'elle était vraiment occupée en Pologne et en Norvège, une campagne dont on aura l'occasion de reparler. Voilà. Ensuite, nous parlerons de la marine, qui reste la troisième arme à évoquer.